ma mission, c'est toujours la même. Je veux créer des entrepreneurs différents. Aujourd'hui, avec Ether, c'est des entrepreneurs qui vont intégrer finalement des pratiques d'exploration et qui vont devenir des explorateurs. Nouveau récit. Mon postulat, c'est de dire l'entreprise a un rôle sociétal qui est extrêmement fort. Elle a vocation à faire des bénéfices, mais au-delà de ça, elle a un rôle sociétal. Demain, un profit qui ne sera pas fait sur le bonheur et le plaisir et l'engagement véritable de ses collaborateurs sera un profit qui sera mal vécu. Ceux qui vont investir du temps sur recherche, donc la réflexion, les pratiques d'exploration, l'organisation sociale et humaine feront la différence demain. Nouveau récit. Tout le monde peut s'engager, il suffit que ce soit un sujet qui l'impacte. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Parole publique. Salut Clarisse. Salut Fouad. Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, merci de m'accueillir dans tes locaux. Un grand plaisir. Mais c'est génial, franchement, ils sont canons. Hein. Merci. On est situé à côté de Château d'Eau. C'est ça, rue du Château d'Eau, juste derrière la mairie du 10e. Ouais. Est-ce que toute personne normalement constituée devrait avoir un avocat fiscaliste avec lui ? Ça commence très fort. Je pense que je peux facilement être la meilleure amie de tout le monde, oui. C'est toujours utile, surtout en période de déclaration, comme en ce moment. Même si c'est plus vraiment ce qu'on fait au quotidien, on est en plein dedans. Au quotidien, du coup. C'est vrai qu'il faut déclarer ça. Moi, je crois que je ne l'ai même pas fait. Je vais me faire taper sur les doigts. Bon, tu es encore dans les délais. À Paris, on a jusqu'au 8 juin, je crois. Mais c'est plus du tout mon métier au quotidien, mais pendant 20 ans, j'ai été vraiment avocat fiscaliste, on va dire, traditionnel dans mon exercice. Et effectivement, je faisais en plus que de la fiscalité patrimoniale, donc les déclarations de revenus, les déclarations ISF puis IFI, les problématiques de fiscalité personnelle, je les ai toutes gérées. Donc, je connais tout ça par cœur, mais c'est plus vraiment l'activité que j'exerce. Et je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est toujours utile d'avoir dans ses relations quelqu'un qui maîtrise la fiscalité, parce qu'en France, elle est plutôt bien faite sur beaucoup de sujets, mais elle devient quand même assez opaque. Voilà. Pourquoi ? Même pour nous, d'ailleurs. Je pense que c'est l'accumulation des législations les unes par-dessus les autres qui ont vocation à simplifier certaines choses, mais qui, au final, complexifient la compréhension globale du système. À gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, tout le monde est d'accord pour dire en fait qu'on a un système fiscal hyper compliqué, que personne n'y comprend rien, qui a des niches absolument partout, et qu'on ne sait pas trop ce qu'on paie. On paie, mais on ne sait pas trop quoi. Non ? Oui, non, c'est sûr, c'est un débat politique dans lequel on pourrait rentrer. Moi, ce que je sais, en tout cas, en tant que technicien de cette matière, c'est qu'effectivement, il devient très difficile, y compris pour nous, de maîtriser l'intégralité des sujets. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en ce qui me concerne, j'ai complètement resserré mon champ d'intervention et que sur toute la matière fiscale, aujourd'hui, je n'en fais qu'un tout petit morceau que je maîtrise parfaitement, en l'occurrence les leviers fiscaux et la recherche et l'innovation, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Mais voilà, je préfère avoir une maîtrise parfaite d'un système et l'appliquer à la cible de clientèle que je vise, plutôt que de faire tous les sujets fiscaux, parce que mon temps de formation et de recherche est vraiment trop long par rapport au temps dont disposent mes clients pour réagir. Ouais. Je dînais avec des amis et j'étais trop excité parce que je leur ai dit « Non mais attendez, j'ai trouvé en fait une nana, elle est géniale, je l'ai invitée pour le podcast, elle a tout de suite accepté. » Franchement, je lui ai dit « Ah, c'est pas dans quoi elle s'est embarquée, mais t'as accepté, c'est trop tard, maintenant on enregistre. » Et elle me demande, j'essaie de leur expliquer, je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. Elle me dit « Non mais la fiscalité, c'est super compliqué, mais de toute façon, tu parles de ça en fait, la moitié des gens ne comprennent rien. » C'est vrai ? Absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mots qu'on n'utilise pas, notamment fiscalité. En réalité, Ether a été fondé sur l'idée qu'il faut donner aux entrepreneurs qui ont vocation à construire les entreprises de demain, donc qui développent une vraie mission, les moyens financiers de le faire. Il se trouve que la maîtrise de la matière fiscale aujourd'hui
permet de financer des efforts qui sont faits aujourd'hui au quotidien par les entrepreneurs pour mener les entreprises vers leurs objectifs. C'est comme ça que je présente les choses. Moi, mon travail, c'est de trouver de l'argent, et de l'argent qui ne soit pas dilutif, c'est-à-dire de l'argent qui ne s'échange pas contre des actions. Il y a les moyens de le faire. Je ne parle pas de subvention, je parle bien de crédit d'impôt, je parle bien de fiscalité, donc de diminuer sa charge fiscale ou, si on n'a pas de charge fiscale, de récupérer du cash qui est versé par l'administration pour soutenir ces efforts, pour transformer finalement les usages et innover, que ce soit sur le plan technologique ou sur le plan humain, puisqu'aujourd'hui on peut innover sur beaucoup de sujets, créer de nouveaux modèles économiques, transformer son système RH, inventer l'entreprise libérée spécifique à son organisation. Tous ces sujets-là, aujourd'hui, tous les efforts qui sont faits aujourd'hui de façon empirique par les entrepreneurs méritent d'être récompensés. Et c'est le choix de la France que de récompenser ces efforts. Alors, tous les entrepreneurs ne sont pas éligibles, parce que tous les entrepreneurs ne font pas des efforts spécifiques pour changer le monde, changer leur société, changer leur organisation. Mais ceux qui le font assez spontanément. Ils vont dans des colloques, ils adhèrent à des associations. Ils cherchent à faire une sorte d'état de l'art de ce qu'est aujourd'hui l'état de la situation, en fait, qu'ils ont choisi de modifier. Et à partir de ce moment-là, tous ces efforts-là méritent d'être financés. Et nous, on sait le faire. Et on le fait de la façon la plus sécurisée possible. Alors, ce podcast était sponsorisé par Ether. Pardon ? Tu viens de squeezer 70% de mon podcast. Non, je rigole. Tu m'as lancé. Mais oui, mais trop bien. Non, mais c'est ça. Alors, on va y revenir parce que, effectivement, tu es une grande avocate spécialisée en fiscalité. Tu as créé Ether qui est ta société, que tu as créée. Cofondée avec Estelle. Que tu as cofondée avec Estelle Joanne. Oui, c'est ça. Première année d'exercice. Absolument. Une promesse de dingue, mais tu as eu une vie avant. Absolument. Tu as eu une vie avant qui t'a amené au droit. Oui. Comment on fait pour tomber dans le droit ? Alors là, je dois dire que moi, je suis vraiment tombée dedans quand j'étais petite. Je me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais faire plus tard. Ouais. Je suis issue d'une très grande fratrie, une très chouette famille recomposée. On était 5 frères et sœurs à la maison et un petit peu plus si on compte du côté de mon père. Ouais, ça fait combien au total ? Au total, on est 8. Ouais. Voilà, donc une très belle fratrie et on s'entend tous très bien encore aujourd'hui. Et depuis que je suis toute petite, on m'appelle l'avocate. Ah ouais, c'est vrai, tu plaidais ta cause pour avoir du Nutella ? Surtout celle de mes frères et sœurs. Ah ouais ? Parce que ils faisaient quand même pas mal de conneries et moi, je passais mon temps à les défendre. Donc, pas mal, mais disons que c'était mon positionnement dans la fratrie. Je défendais tout le monde, je me positionnais, je plaidais, quoi. Déjà toute jeune, donc j'avais... mon beau-père m'appelait l'avocate et puis après, tout le monde m'appelait l'avocate. Enfin, j'étais l'avocate. Et donc, j'ai beaucoup... c'était évident pour moi que je me dirigeais vers des études de droit. J'ai eu mon bac et immédiatement après, je me suis inscrite en fac de droit, comme je dis souvent, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Ah ouais. Et j'ai fait mes 5 ans de droit. J'ai passé l'école du barreau à l'époque, donc en candidat libre, ce qui ne se fait plus trop. J'ai eu de la chance parce que c'était pas du tout évident de décrocher le concours d'entrée à l'école d'avocat. Enfin, c'est pas un concours, mais l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Quoi, t'as fait... Bon, aujourd'hui, on parle des M2. À l'époque, c'était DESS. DESS. J'ai fait un DESS en fiscalité appliquée. Ouais, où ça ? À Paris 5. Ouais, Paris à la Descartes. Descartes, exactement. Ouais. Donc, j'ai fait toutes mes études là-bas. C'était un peu dur pour trouver une université parce que l'année d'avant, j'ai eu la bonne idée, alors que je suis parisienne, de partir chez mon père. Et donc, j'ai passé mon bac à Nice. Ouais. Juste l'année qui précède l'inscription en fac. C'était quand même pas futé, mais bon, c'était comme ça. C'est le parcours de ma vie. Et je suis rentrée, donc j'ai réussi à l'époque à obtenir une place à Paris 5. C'était un miracle, puisque je faisais pas partie j'étais pas dans le circuit normal, vu que j'avais pas un bac parisien. Et parce qu'en fait, les facs parisiennes sont sectorisées. Bon, maintenant, c'est Parcoursup. Maintenant, c'est encore plus compliqué. Je pense que... Moi, j'ai eu de la chance. À l'époque, il y avait encore beaucoup de relations humaines, on va dire. Et mon grand-père, qui était encore de ce monde, s'est battu avec moi pour que je puisse m'inscrire en fac. Et pendant que j'étais à la Sorbonne et à Sas, il est allé à Paris 5 avec mon dossier.
Et comme c'était un vieux monsieur très, très malin, il a Ah. réussi à faire passer mon dossier. Ouais. Et c'est lui qui a réussi à m'obtenir l'inscription à Paris 5. Parce que c'était pas envisageable à à la faculté de droit de Nice. Je voulais pas rester chez mon père. C'était Ouais, un accord que d'accord, j'avais avec ok, mon père. ouais. Bon, bref, des histoires de famille. Je voulais Ouais. remonter à Paris. Moi, Ouais, mais je- t'es quand même d'accord avec moi que toutes les histoires de famille façonnent aussi les personnalités que l'on Oui, qu'on oui, est, tu mais c'est vois, pas qu'on donc, s'entendait pas, mais il vivait ouais. à Nice. Moi, je voulais, j'avais un accord avec lui. Si j'avais mon bac, je rentrais à Paris. Donc, et puis j'étais parisienne. Je Ouais. me sentais Ouais, tu ne voyais malheureuse pas ailleurs. dans le sud, même s'il y a de très bons côtés Mhm. à Nice. Mais en tout cas, bon, à 16 ans, 17 ans, mon objectif, c'était de rentrer à Paris. Et donc, j'ai eu mon bac et je suis remontée. J'ai été vivre chez mes grands-parents, d'ailleurs, à ce moment-là. Et je me suis inscrite à Paris 5. Et j'ai fait vraiment mes 5 années de droit, donc jusqu'à la maîtrise à l'époque, et le DESS Ouais. à l'université René Descartes. Moi, j'avais mes amis à Paris, j'avais mes relations, tu vois, au-delà de l'université. Mais oui, je trouve que on a une très belle université à Paris. Ouais. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en région, elles ne sont pas très belles aussi. Non. Là, j'aimerais inscrire à l'université de Lorraine, par exemple, dans pas Ah longtemps, ouais. mais on en reparlera Ouais, tout à l'heure. ouais. Voilà, donc je pense que toutes les universités sont belles. Mais à l'époque, en tout cas, je ne me voyais pas du tout vivre ailleurs qu'à Paris. Qu'à Paris, ouais. Où j'avais Ouais. grandi. Hein. J'ai juste Mhm. passé une année à Nice pour mon bac. Ouais, d'accord, ok. T'as fait bac quoi? On fait quoi À comme l'époque, bac B. pour, B, Donc, ouais, ES, ça doit être ES. Maintenant, Ouais. ça n'existe plus du tout. Donc, Non, ouais, je sais même pas, ça existe encore, ES, CSL. ouais, c'est des spécialités, donc c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué, ouais. Enfin, pour nous. C'est là qu'on sait Non. qu'on vieillit. Tu sais, mais c'est marrant. Hein. Là, je suis une stagiaire à Parole Publique, deuxième année de licence, qui fait déjà un stage optionnel. Et en fait, j'apprends que c'est la guerre pour entrer en M1, M2. Donc après, juste après la troisième année de licence, donc il faut faire des stages, quasiment faire tout. Enfin, voilà, il faut faire des stages, avoir des expériences professionnelles. J'ai l'impression qu'il faut déjà en fait avoir 5 ans d'expérience professionnelle, Ouais, c'est d'accord. tu vois, Non, franchement, c'est à 20 ans. Puis Parcoursup, c'est compliqué. Ouais. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. J'espère qu'il va y avoir de nouvelles réformes là, parce que, Mm. bon, bref, moi j'ai des enfants et honnêtement, c'est compliqué. Et au final, à l'université, qu'est-ce qui t'a encore une fois conduit vers la fiscalité? Ça, je dirais que ça s'est fait un peu progressivement. Je rentre en droit, donc encore une fois, comme une évidence. On ne peut pas dire que j'ai follement travaillé sur les 3 premières années, donc le DUG et la licence à l'époque. J'étais un peu au minimum syndical, j'avais une vie plus nocturne que diurne. Et puis, ça marchait quand même, plus ou moins. Hein. Je ne suis pas passée non plus avec des résultats d'excellence, mais je me suis débrouillée. Arrivé en maîtrise, j'ai commencé à me mettre au boulot, sérieusement. Bon, on mûrit hein, au bout d'un Ouais. moment. Et j'ai réalisé qu'il fallait là vraiment que je mette un coup d'accélérateur si je voulais être prise sur un bon 3e cycle. Hmm. Et j'avais envie de toute façon, enfin, je vise. Déjà, j'étais plutôt douée avec les chiffres. Donc, tout ce qui était analyse financière, on en faisait beaucoup à l'époque, et compta. Et donc, je me suis dit, bon, je pense que pour moi, c'était un peu élitiste, la fiscalité. Il y avait un seul DESS en fiscalité. Hmm. On est la première génération, quasiment, enfin, les premières générations, parce qu'il y en a eu peut-être quelques-uns avant nous, à avoir été formés en fiscalité à l'université. Ah Avant ouais. nous, c'était Mmh. plutôt les anciens inspecteurs des impôts qui devenaient avocats fiscalistes. Ok. Donc moi, j'ai eu mon diplôme à la fin des années 90, en 1999, Hmm. donc, ou 98 d'ailleurs. Bon, oui, je crois que c'est 98. Donc vraiment, on est les tout premiers fiscalistes formés par l'université sans être passés par l'École nationale des impôts. D'accord. Il y en a eu un petit peu avant nous, mais pas Ouais. beaucoup. Il y a une forme de Donc, libéralisation de. Voilà, on a commencé à former des fiscalistes. D'ailleurs, le directeur de mon DESS n'était pas un juriste, mais c'était un analyste financier, ce qui nous donnait d'ailleurs une formation très pointue en analyse financière. Ce qui d'ailleurs a fait qu'il n'a pas très bien compris pourquoi je voulais faire de la fiscalité patrimoniale, parce que j'étais formée pour faire du M&A et de la fusion dans les grands cabinets, mais Hmm. c'est pas ce que je voulais faire. Et donc, on était vraiment formés pour être des fiscalistes d'entreprise un peu haut de gamme, surtout que c'était la grande époque des fusions-acquisitions. Et donc, c'était très élitiste de rentrer en fiscalité. Et je me suis dit, je suis plutôt très douée dans ces matières, les chiffres et moi, ça va. Autant faire en sorte que finalement, je donne un point final un peu haut de gamme à ces études. Ouais.
Et je n'ai postulé que au DESS de fiscalité. Donc, c'était un peu osé. Surtout que je n'avais pas de mention. Ouais, c'est un peu ma spécialité. Donc, je n'avais pas de mention au master. Donc, c'était vraiment très compliqué. Mais j'ai tout misé sur mes notes en compta et en analyse financière. Et le directeur du DESS a choisi de me prendre, ce qui a d'ailleurs... qui m'a d'ailleurs beaucoup ému. Non, mais je me rappelle avoir vraiment pleuré en recevant la lettre d'acceptation. J'étais vraiment très contente. Surtout que j'avais vraiment des études je n'étais pas investie de fou jusque-là dans mes études. Et j'étais très, très heureuse et très fière d'avoir réussi à intégrer ce DESS, et dont je suis sortie deuxième d'ailleurs, puisque j'ai beaucoup bossé, contrairement à ce que j'avais pu faire les années précédentes. Je m'entends très bien. Enfin, encore aujourd'hui, je discute de temps en temps avec le directeur du DESS, avec qui on est connecté sur LinkedIn, et ça me touche parce que c'est vraiment un moment... Ça a été un peu un shift, moi, dans ma vie. Tu avais expliqué un peu son choix on n'était pas nombreux à pas avoir de mention. Je crois qu'on était 2. Donc voilà, je savais que c'était lié à mes notes et à mon engagement sur ces matières. Et manifestement, il a bien fait puisque j'ai été à la hauteur de sa décision. Oui, absolument. Donc, tu disais, tu fais en fait cette... Alors déjà, est-ce que tu sais pourquoi ce master ou ces masters en fiscalité, ont été créés? Tout simplement, je pense que le monde professionnel avait besoin de fiscalistes. Et les seuls inspecteurs des impôts qui sortaient de l'administration fiscale, ça ne suffisait sans doute pas à nourrir le monde professionnel. Donc, ils nous ont formés pour devenir en fait des fiscalistes de masse. D'ailleurs, je pense alors, beaucoup d'entre alors, on est très peu à être devenus avocats derrière. Beaucoup sont devenus fiscalistes d'entreprise. Et ceux qui sont devenus avocats sont souvent rentrés dans les grands groupes. À l'époque, les Big Five, qui faisaient la pluie et le beau temps en cette matière. Moi, c'était McKinsey, c'était les Price, Accenture à l'époque, Price et tout ça. Moi, je ne voulais absolument pas rentrer dans un de ces cabinets. J'avais vraiment pas envie. Et pourquoi tu voulais pas? J'ai toujours considéré que je n'étais pas très corporate. Puis je voulais surtout pas être surspécialisée sur un domaine de fiscalité de l'immobilier ou de TVA. Je voulais vraiment continuer à apprendre le métier de façon généraliste. Puis j'avais envie d'être un vrai avocat, j'avais envie d'avoir des dossiers perso, j'avais envie de rentrer dans une petite structure à taille humaine où j'apprends vraiment mon métier. Avoir une relation peut-être plus directe avec le client. Absolument. C'est pas ce que j'avais envie. Je voulais pas rentrer dans un grand groupe. Je voulais vraiment quelque chose qui m'apprenne vraiment le terrain. Et donc, je suis rentrée dans un petit cabinet. J'ai prêté serment au barreau des Hauts-de-Seine, ce qui était assez rare aussi, puisque j'avais vraiment la formation pour entrer dans un gros cabinet. Alors, est-ce que, petite parenthèse, est-ce que tu peux expliquer, est-ce qu'il y a une différence déjà entre un juriste fiscaliste qui travaille directement dans la boîte et un avocat fiscaliste Oui, bien sûr, absolument. Alors en fait, d'ailleurs, après mon DESS de fiscalité, moi, donc, je n'ai pas arrêté, je ne suis pas allée sur le monde du travail. Je n'ai pas postulé dans des entreprises après ça. Je me suis inscrite pour passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Là, je ne savais pas si j'allais l'avoir ou pas. Et j'avais mon plan B, c'était de m'inscrire en expertise comptable. Parce que comme j'étais plutôt douée sur les chiffres, l'analyse financière et la compta, c'était mon plan B. Bon. C'était un plan B qui ne me faisait pas hyper plaisir, mais au cas où, je me suis dit, je ne vais pas rester sans rien faire pendant un an. Au moins, j'aurais progressé sur ces matières. Finalement, en candidat libre, ce qui était quand même pas évident, et je dois dire que, parce que je n'avais tout simplement pas les moyens de me payer la prépa, j'ai passé l'examen d'entrée, j'ai eu 10 donc, à vous écrire, donc on peut dire que j'aurais pu avoir 9. Ça s'est vraiment pas passé à grand-chose. Enfin, ça s'est pas passé loin de la cata, et j'ai eu 10, ce qui m'a permis de passer les oraux, et aux oraux, par contre, j'ai réussi à avoir des très bonnes notes, et donc je suis rentrée à l'école d'avocat. Et à l'époque, l'école d'avocat, c'était 1 an, où là, tu apprends vraiment la déontologie, tu apprends vraiment des matières pour devenir avocat. C'est un métier très spécifique et très différent du seul métier de juriste. Quand tu es avocat, tu es aussi juriste, mais tu es un juriste qui peut plaider pour autrui, qui peut représenter autrui devant les institutions. Alors, tu peux aussi, en tant que juriste en tant que fiscaliste en entreprise, représenter ton entreprise devant l'administration. Mais je dirais qu'en tant qu'avocat, tu as en outre les obligations d'un avocat et puis, quelque part aussi, la protection
de notre statut d'avocat, puisque tu es sous protection de ton bâtonnier, que tu as droit au secret des correspondances. Donc, si ton client te parle en tant que fiscaliste dans l'enceinte de son cabinet, si par exemple, toi, tu viens me voir en tant que client et que je suis avocat fiscaliste, je suis tenu au secret professionnel, ce qui est une dette que j'ai envers toi. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à qui que ce soit ce que tu m'as confié. Si je le fais, je suis en faute et cette faute est imprescriptible. Donc, il n'y a pas de délai. En tant que fiscaliste d'entreprise, malheureusement, même s'il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui par le monde des juristes d'entreprise pour faire évoluer les choses, il n'y a pas cette protection. Ouais. Donc, si demain, par exemple, l'entreprise était mise en cause sur un dossier de fraude fiscale ou d'une quelconque malversation, même si c'est juste une mise en cause, ce qui ne veut pas dire on est présumé innocent, je rappelle. Ouais. Donc, même si rien n'est établi, en tant que fiscaliste de l'entreprise, tu peux être interrogé et tu dois exprimer ce que tu sais, ce qui n'est pas le cas d'un avocat. Donc, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est extrêmement important. Ce sur quoi, d'ailleurs, les juristes d'entreprise travaillent. Donc, le secret professionnel fait partie d'une forme de protection de notre profession. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les correspondants, c'est-à-dire que, bon, là, ça concerne un petit peu moins les fiscalistes, mais ça pourrait... En tout cas, ça concerne le monde des affaires ou le monde du droit du travail, par exemple. C'est que pour négocier un dossier sensible, on se met entre avocats, parce qu'entre avocats, eh bien, on peut tout se dire sans que ça puisse être répété à un juge. Par exemple, tu veux, je donne un exemple, licencier quelqu'un. Si tu lui fais une offre par mail directement, c'est une preuve. Si demain tu vas devant le tribunal, il a une preuve que tu avais déjà fait une proposition de quelque chose. Alors qu'entre avocats, bien sûr, tant que ça négocie, c'est bien. Si la négociation s'arrête pour une raison ou pour une autre, on peut aller devant le juge et repartir à zéro. C'est une protection déontologique qui justifie qu'on ait des ordres, etc. Ça, c'est pour les métiers de conseil. Après, il y a d'autres choses pour les métiers de contentieux, mais je ne vais pas t'ouvrir tout le panel de ce qu'est notre métier. Mais j'imagine bien en réalité que si une entreprise se dote de juristes fiscalistes et probablement également d'avocats fiscalistes, c'est que la fiscalité, c'est un enjeu stratégique hyper fort, hyper important. Majeur. Bien sûr, majeur. Alors, les plus grandes entreprises font appel à des fiscalistes. Est-ce que ça concerne aussi en fait des toutes petites boîtes qui viennent de se créer, qui ont, je sais pas, moins de 10 collaborateurs? Enfin, à partir de quel moment tu peux faire appel en fait à un fiscaliste? Est-ce que ça concerne tout le monde? Dans l'absolu, oui. Il n'y a pas de taille pour avoir des bons conseils. Ouais. Parce qu'on imagine en fait, le truc, c'est qu'on imagine que je sais pas, en fait, ça concernerait que Total parce que en fait, tu as, je sais pas, en fait, ils font de l'optimisation, ou ça va concerner que les déclarations de fin d'année pour savoir en fait comment on va faire pour payer le moins d'impôts. Enfin bref, parce qu'on reviendra évidemment sur Ether, sur le fait en fait que la fiscalité, le postulat aussi en fait sur lequel toi tu te bats, c'est de considérer que c'est un enjeu de performance et de compétitivité. Mais il y a un contrat social qui est passé entre les individus et les organisations, et les entreprises et le pays, l'État. Donc, ce contrat social passe souvent par la fiscalité. Et parfois, certaines personnes ou certaines organisations ne respectent pas les règles, ou alors les respectent, mais c'est si compliqué qu'il faut pouvoir faire le tri et être correctement conseillé. Donc voilà, à partir de quand, en fait, c'est très intéressant pour une entreprise de faire appel à un avocat fiscaliste, à commencer à s'intéresser à ces questions-là? Déjà, c'est quelque chose que j'ai souvent répété. Il n'y a pas de petits droits pour les petites entreprises, de grands droits pour les grandes entreprises. Le droit, c'est le droit. Alors là où tu as raison, c'est que la fiscalité, c'est particulier parce que c'est la frontière entre le droit privé et le droit public, avec une particularité, c'est qu'il y a une souveraineté fiscale de notre pays. Et d'ailleurs, moi, j'ai longtemps fait de la fiscalité internationale, qui est vraiment un domaine très, très spécifique aussi de la fiscalité, qui devient aujourd'hui, qui est devenu depuis maintenant de nombreuses années particulièrement important, puisque on est dans un monde qui se mondialise, les échanges sont de
totalement mondialisé, alors que la fiscalité est une des matières qui est le plus localisée, puisque, pour vulgariser un peu les choses, c'est un peu le chiffre d'affaires de l'État, quoi, hein. C'est ce sur quoi il peut baser toutes ses dépenses publiques. Donc, on entend bien que l'intérêt de l'État, c'est de définir qui est redevable de l'impôt sur son territoire, déjà, pour commencer, et de combien. Donc, nous, notre travail en tant que fiscaliste, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils payent l'impôt qu'ils doivent dans de bonnes conditions, avec un consentement à l'impôt qui soit correct. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce qui fait fonctionner un pays, c'est le consentement à l'impôt. On a des pays où ils ont des impôts beaucoup plus importants que nous en France, mais qui ont un niveau de consentement à l'impôt qui est extrêmement élevé, donc ça leur pose strictement aucun problème. Et des pays où, comme en France, alors que, et je le répète souvent, même si ça peut choquer celui qui l'entend, nous sommes un paradis fiscal, c'est indiscutable. La France n'a pas du tout une imposition extrêmement élevée. Il y a un gros problème de consentement à l'impôt. La France a un déficit à mon sens, est assez mal jugé sur le plan fiscal. La problématique, c'est que comme au niveau des prélèvements obligatoires, dans leur ensemble, c'est assez élevé, parce qu'il y a notamment un coût du travail, notamment un coût social qui est extrêmement important, on a un peu tendance à confondre les choses. Mais sur le plan fiscal, on est loin d'être mal placé, avec en plus des opportunités fiscales qu'on ne trouve qu'en France. Ouais, tu as des exemples un peu là pour illustrer justement ça? Oui, bien sûr. La matière sur laquelle je travaille, qui sont les leviers fiscaux et la recherche et l'innovation, donc tout ce qui est crédit d'impôt recherche, qui sont quand même accessibles à beaucoup plus d'entreprises qu'on le croit, et qui sont vraiment un des leviers les plus importants pour gagner, pour une optimisation fiscale qui... Je déteste ce mot, je ne l'utilise plus depuis longtemps, mais c'est là qu'il s'adapte le mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France a décidé d'investir une partie de ses recettes fiscales dans certains domaines de l'économie parce qu'elle veut des entreprises qui vont faire évoluer le monde dans lequel on vit et donc qui vont participer à créer une société nouvelle. Et donc, c'est là que l'administration française dit « OK, sur nos recettes fiscales, on va récupérer un morceau et on va le réinvestir là, donc dans l'entreprise. » Et c'est volontaire, donc c'est pas de l'optimisation fiscale, c'est précisément ce que l'État veut. Ouais. Et ça, quand on a ces possibilités, il faut en profiter. La même façon, on a des dispositifs pour les sociétés qui créent des groupes de sociétés qui sont, aujourd'hui, qui se sont européanisés, mais qui longtemps ont été des dispositifs franco-français. Donc, on est plutôt assez bon en fiscalité. Je pense que ça, c'est un truc, on a beaucoup de mal à visualiser la chose. On vit dans un pays. Le pays livre des services publics. Absolument. L'éducation, la santé, la défense, la justice. Parlons-en. Il faut faire fonctionner ces services publics. C'est vrai qu'en France, on a une politique de services publics assez développée, assez poussée. On nous l'envie parfois avec ces difficultés. Il faut faire fonctionner la machine. Cette machine-là repose effectivement sur l'impôt et sur tout un système fiscal. Sur des recettes fiscales. Sur des recettes fiscales. Il faut des plus pour faire des moins. Ouais, absolument. Comme c'est nous, comme les on a assez entrepreneurs. Non, mais c'est ça, les entrepreneurs ou même les particuliers. Et pour chaque catégorie de personnes ou d'organisations, il y a des particularités fiscales. Exactement. Alors c'est vrai, tu l'as évoqué en fait sur la fiscalité internationale. Et parfois, les gens ne comprennent pas. Par exemple, je sais pas, une grande entreprise qui a des prix de transfert qui font que, en dégageant en fait des chiffres d'affaires incroyables et en ayant des bénéfices extrêmement importants, ils ont pourtant en fait une contribution fiscale mineure. Bon. Alors, ou alors des produits, par exemple, je sais pas, le kérosène, ça c'est un vrai sujet sur l'avion. On dit souvent, il n'y a pas de taxe aujourd'hui, par exemple, sur le kérosène qui est mis dans l'avion, parce qu'on subventionne. Et tu l'as dit, c'est des choix de politique publique. On fait le choix, par exemple, de supporter en fait des secteurs d'activité. Voilà, et tous les pays font du dumping fiscal entre eux. Hashtag Irlande versus France. Voilà, mais même la Suisse sur les extra-riches. Chacun va choisir le sujet sur lequel il veut favoriser son pays en fonction de
de ce qui fonctionne dans son économie. Et c'est d'ailleurs ce que je dis souvent, puisque le choix que j'ai fait, c'est de travailler sur un des sujets sur lesquels la France investit beaucoup, même si aujourd'hui on est un petit peu moins bien placé qu'autrefois dans la liste des pays qui investissent sur la R&D, mais nous, on est les premiers et on a longtemps été numéro 1 sur l'investissement dans la R&D, dans la recherche et l'innovation, de façon générale, la recherche-développement, recherche et innovation. C'est un dispositif qui date de 1983, donc c'est quand même extrêmement ancien. Et c'est donc là, tu parles du crédit impôt recherche. Notamment, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation qui arrivait après, mais pas que. Statut de jeune entreprise innovante, tous les dispositifs. Ouais. Alors, ton téléphone qui sonne. Alors ça, c'est très particulier, mais j'adore. Hein. C'est parce que on a nos téléphones, on est sur iPhone, ça on met silencieux sur le téléphone, mais ça sonne sur le portable, sur l'ordinateur. Truc hyper énervant. Donc, tous les pays, si tu veux, vont avoir des domaines dans lesquels ils vont essayer d'attirer les entreprises étrangères ou de maintenir une compétitivité de leurs entreprises locales. Nous, on a fait ces choix de la recherche et l'innovation qui ont été extrêmement boostés au fur et à mesure du temps et dont l'enveloppe a augmenté au fur et à mesure du temps et qui reste encore aujourd'hui un enjeu majeur au niveau européen. Et évidemment, nous, c'est le choix que nous avons fait. Pourquoi est-ce que la France a fait ce choix? Alors, évidemment, permettre aux entreprises françaises de gagner en compétitivité, donc de récupérer une partie des recettes fiscales pour réinjecter sur ces sujets-là. Donc, c'est de l'investissement qui crée des emplois, etc. Et sur les emplois, et c'est là aussi qu'il faut comprendre la stratégie d'un pays quand il va créer ce qu'on appelle une niche fiscale, c'est de maintenir les talents sur le sol français. Pourquoi ? Parce qu'en France, pendant très longtemps, et je pense encore aujourd'hui, nous avons les meilleures écoles, et notamment au niveau des ingénieurs. Pas que. Pas que. Tous les chercheurs, quel que soit le niveau de science, sont très bien formés en France. On a des écoles qui sont aujourd'hui très renommées. Et donc, c'est évident que pour que ces talents n'aillent pas directement dans les entreprises étrangères, une des stratégies a été de réinvestir dans nos entreprises françaises une partie des recettes fiscales pour que des embauches puissent être faites et donc qu'elles soient, entre guillemets, subventionnées et qu'on conserve sur le sol français nos talents. C'est difficile parce que là, ce que tu racontes, moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que comment tu fais pour conserver tes talents en France quand tu les as formés en France, mais qui malgré tout, on voit que, tu l'as dit, dumping, compétitivité aussi entre les pays. Esther Duflo, qui est devenue en 2019 prix Nobel d'économie, c'est quand même pas mal, mais elle est aux États-Unis, on l'a pas gardée chez nous aussi, Esther Duflo. Tu vois, donc bon, après. On est sur les sciences humaines et sociales d'ailleurs. Alors absolument. Donc ça prouve bien en réalité que la croissance du pays ne repose pas uniquement en fait sur les technologies. Ah oui, alors ça c'est bon. Après ça c'est un peu mon cheval de bataille, mais si tu veux, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la science. C'est un débat d'ailleurs sur lequel moi je suis en train de dire beaucoup de choses, mais je suis pas encore totalement au point. Mais c'est assez passionnant de voir qu'en fait aujourd'hui la science, quand on parle de science, on pense tout de suite technique, on pense tout de suite pharma, on pense tout de suite tech, on pense sciences dures en fait, on pense sciences exactes. Et tout l'aspect sciences humaines et sociales, donc l'économie, la sociologie, la philosophie, la psychologie, les sciences du langage, les sciences de l'éducation, tout ça, c'est plus... Enfin, bien entendu, au niveau académique et universitaire, c'est encore considéré comme de la science, mais dans l'entreprise et dans le langage populaire, c'est pas considéré comme de la science. Quand tu parles, comme aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de parler avec le responsable d'une école doctorale, il te dit que lui, il gère des docteurs de toutes les sciences. Il n'y a pas de sujet. Mais il y a un débat entre sciences dures et sciences tu molles. me dis, en fait, tu es docteur en psychologie. Ok, d'accord. Tu n'es pas scientifique. Tu n'es pas scientifique. Alors qu'en réalité, si. Oui, voilà. Absolument. Et donc, c'est là-dessus que nous, et d'ailleurs, si tu veux... Parce que sur quoi repose d'ailleurs, en fait, ce principe de science ou de recherche? Sur quoi ça repose? C'est d'abord une méthodologie. C'est-à-dire... Faire de la recherche, qu'est-ce que c'est? C'est faire un état de l'art, savoir où on en est, quelle que soit la science que tu exerces, faire un état de l'art, où on en est au jour où nous parlons, itérer sur des points, des sujets spécifiques pour, entre là où on en est et où on veut arriver, faire des évolutions pour voir si on arrive à trouver quelque chose,
des fois se trouver confronté à des verrous très forts qui ne nous permettent pas d'aboutir, ou à des verrous très forts qu'on arrive à craquer, pour parler de façon un peu vulgarisée, parce que je suis pas encore chercheuse, donc je Ta vocation à l'être. Oui, puisque je me réinscris en doctorat. Toi, tu as décidé de monter une boîte et... C'est ça. Et de monter une thèse. C'est ça. Sur quel sujet ? En sciences de gestion. Ouais. Voilà, donc effectivement, je veux pas du tout faire un doctorat en droit, bien que je sois fiscaliste, ni en fiscal. C'est vraiment, je veux aller sur les sciences de gestion. Et mon objectif, c'est de travailler sur justement cette question de jusqu'à quel point les sciences humaines et sociales peuvent transformer l'entreprise dans son identité même. En fait, c'est ça le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Alors là, vraiment, je te le dis de façon extrêmement large parce que j'ai pas encore travaillé mon sujet. Ouais. J'ai trouvé mon laboratoire de recherche, une directrice de recherche. Maintenant, il faut que mon dossier soit accepté. Donc, je suis en train de travailler dessus. Super. Donc, j'ai pas encore vraiment terminé mon travail, mais voilà, je vais trouver. Ouais, non, mais t'en es qu'au début et Ether est très. Ce que je veux, c'est montrer. Ether, c'est mon laboratoire. Mon laboratoire. Tu crées ton laboratoire de recherche. De terrain, exactement. Ouais. Et si tu veux, mon postulat, c'est de dire l'entreprise a un rôle sociétal qui est extrêmement fort. Elle a vocation à faire des bénéfices. On n'est pas sur une association ou un organisme non lucratif. L'entreprise a toujours eu vocation à faire des bénéfices. Mais au-delà de ça, elle a un rôle sociétal. En après-guerre, post-Seconde Guerre mondiale, son rôle, c'était vraiment de reconstruire l'économie ou de participer à l'effort de reconstruction de l'économie à sa façon. Donc, de produire énormément de produits et services et d'embaucher énormément de monde pour qu'ils aient de l'argent qui leur permettent de consommer tous les produits et les services qu'on allait produire. Donc, tu vois un peu l'idée. Et donc, c'est toute cette ère industrielle qu'on a, nous, vécue, enfants, sur la deuxième moitié du XXe siècle. Et progressivement, tu as vu, fin des années 90, début des années 2000, là, depuis quand même maintenant une bonne vingtaine d'années, une évolution du rôle sociétal de l'entreprise. Et c'est là-dessus que ma thèse va porter de façon générale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est apparu ? Il est apparu l'entreprise à mission, l'entreprise à impact, la Bicorp, les sociétés, les entreprises sociales et solidaires, les entreprises Good Place to Work, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, la RSE, responsabilité sociale et environnementale, et donc l'entreprise qui commence à avoir un nouveau rôle, qui est un rôle finalement d'apporter du mieux vivre, de façon générale, un impact. Et c'est sur cette entreprise-là qui finalement est en train de changer le monde autrement, c'est sur cette entreprise que je veux me pencher et je veux faire un travail de recherche. Mais j'ai bien entendu un postulat de départ, mais comme j'ai compris maintenant, même si je ne suis pas encore chercheuse, que le concept de la recherche, c'est de ne pas avoir trouvé avant d'avoir commencé à chercher, je ne veux pas trop m'embarquer sur mon postulat de départ. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Et d'ailleurs, on en parlait dans un précédent épisode avec Jacques Barrault, où il disait, non mais écoute, moi, société à impact, entreprise à mission, je m'en fiche, je fais. Et moi, j'ai une théorie dessus, et c'est exactement la même que la tienne, c'est de considérer en réalité que l'entreprise a toujours été et sera toujours un acteur social. Absolument. De toute façon, rien que parce qu'elle emploie, parce qu'elle a redistribué aussi en fait ses revenus pour créer et générer de la richesse, qui retourne d'ailleurs en fait à la fois dans les poches de l'État pour payer ses services publics de différentes manières. Déjà parce qu'elle va payer des impôts en fait sur les revenus créés. Ensuite parce que les employés créeront également de la conso et de la TVA et ces impôts sur le revenu, etc. Donc, et puis ensuite aussi, et c'est ça qui est très important, parce qu'il y a des services, il y a des innovations. On apporte une contribution à la société en fait par les services et les produits aussi que l'on vend. Donc on a formalisé en réalité, selon moi, ces concepts d'entreprise à impact et de société à mission, parce que probablement qu'il y avait un problème de management. Le sens de la mission de l'entreprise n'était pas suffisamment formalisé pour qu'aujourd'hui les nouvelles générations arrivent à se projeter, à se dire qu'il y avait en fait une véritable contribution sociale, sociétale, etc. Donc on en est arrivé un petit peu là, mais en considérant encore une fois, et tu le rappelles bien, que l'entreprise est un acteur social. Absolument. Alors après, je ne saurais pas te dire
qu'est-ce qui a déterminé quoi, mais effectivement, le besoin de sens s'est manifesté. Pourquoi il s'est manifesté? Bien évidemment, parce que on avait dépassé le besoin d'effort de reconstruction, donc qui était le sens finalement non dit et inconscient dans le collectif post-guerre. Donc aujourd'hui, de si nos tu parents veux, et grands-parents. voilà, tu vois, et dans lequel on a grandi. Aujourd'hui, on est plutôt en surconsommation, on est plutôt dans des sociétés qui vont bien. Ouais. Et naturellement, la recherche se porte sur le besoin d'exister dans la société, individuellement et collectivement, que ce soit toi en tant qu'individu, l'entreprise, les associations, bref, chaque personne, chaque entité, personne physique ou morale de la société a un besoin d'existence qui a évolué. Et c'est le pari que je fais aujourd'hui, c'est que ceux qui vont investir du temps sur la recherche, donc la réflexion, les pratiques d'exploration, sur l'organisation sociale et humaine, feront la différence demain. Non pas que la recherche en sciences dures ne soit plus utile, bien au contraire. Je pense qu'il y en aura toujours, et on a vu ces 15, 20, 30 dernières années à quelle vitesse on a évolué. Mais d'abord, il y a une espèce de course à l'innovation aujourd'hui dans les entreprises qui devient de plus en plus compliquée à suivre, donc sur les sciences exactes. Et en revanche, sur les sciences, je dirais, plus humaines, là, c'est véritablement sous-exploité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont vraiment investir beaucoup de temps, mais de façon finalement assez empirique, en se documentant par eux-mêmes, sans savoir qu'ils sont en train de faire un effort de recherche, et en dispersant leurs efforts, en n'ayant pas un vrai axe de travail comme on peut le faire en sciences dures, et donc, qui peuvent par moments vraiment mettre des coups d'épée dans l'eau. Et c'est ce que nous, on veut structurer, parce qu'on pense que c'est là qu'ils feront la différence demain, à tous les niveaux, en termes de marque, en termes d'impact de façon générale. Mais ces entreprises-là, si tu veux, elles vont changer le monde, parce qu'en changeant l'organisation même de l'entreprise, et donc l'endroit où les gens évoluent au quotidien, elles vont transformer l'identité même de l'entreprise. C'est-à-dire ce pourquoi elle est fondée au niveau collectif. Est-ce que tu crois que... excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on est en train d'inventer des nouveaux concepts qu'on a pu avoir justement en après-guerre, avec le Fordisme, le Taylorisme, qui étaient en fait des inventions comportementales et d'organisation du travail. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est en train, tu vois des choses se faire actuellement. J'en suis convaincue. Ouais. C'est le sujet sur lequel je veux me pencher. On voit bien que cette volonté d'impacter son environnement d'une façon ou d'une autre transforme l'entreprise profondément. Le projet, la vision entrepreneuriale porte quelque chose qui va bien au-delà de l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire sur le bien-être individuel des gens qui la composent. Et mon sentiment derrière tout ça, c'est que demain, un profit qui ne sera pas fait sur le bonheur et la joie et le plaisir et l'engagement véritable de ses collaborateurs sera un profit qui sera mal vécu. Donc, en gros, tu dis aujourd'hui que si une entreprise qui se crée n'est pas une entreprise innovante, elle n'a pas de raison d'être. Non, tu exagères là. Non, non, c'est un raccourci. Non, ce que je crois, c'est que on va demander à l'entreprise, en tant que partie prenante de l'entreprise, de s'assurer que son profit repose sur un bien-être collectif. On ne se posait pas la question avant. T'allais bosser. Un bien-être collectif qui peut être à n'importe quel niveau. Et il faut répondre, c'est ça la difficulté, à toutes les demandes internes. C'est-à-dire un qui voudra que ce soit le climat, l'autre qui voudra que ce soit son quotidien, l'autre qui voudra que ce soit la mission générale, etc. etc. Donc c'est ça qui est compliqué pour l'entreprise. Il va y avoir une responsabilité qui va devenir protéiforme, multiforme. Vraiment, ça va être des sujets divers et variés. Et il faudra contenter tout le monde d'un certain point de vue. C'est pour ça qu'on parle des parties prenantes, d'ailleurs. Exactement. Et il faut toutes les contenter. Il faut toutes les contenter. Et il faudrait peut-être faire des choix radicaux, d'ailleurs, en disant, nous, chez nous, voilà ce qu'on va privilégier. Si ça vous va, ça vous va. Si ça vous va pas, vous allez ailleurs. Ouais. Et ça va être très... Enfin, j'en sais rien, tu vois, je me projette dans un futur. Mais je pense que l'entreprise va se radicaliser, si je puis dire, sur ses choix d'impact.
et ce sera pas plus mal. Et donc, ça va être au-delà de, voilà, je te propose tel poste où tu vas me donner telle compétence et tu auras tel salaire. C'est, je te propose tel poste pour réaliser telle mission parce qu'on va avoir tel impact. Ouais. Et ta compétence, d'abord, elle va évoluer dans le temps parce qu'aujourd'hui, c'est ça, mais demain, tu seras peut-être responsable d'un autre truc qui n'a rien à voir avec pourquoi tu es rentré. Donc, tu es rentré en RH, tu te finis en responsable RSE ou je ne sais quoi. Et tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas rentrer dans l'entreprise plutôt pour impacter quelque chose dans le monde, et c'est ça qui va te faire lever le matin, plus que pour réaliser ton savoir-faire, qui en plus, aujourd'hui, on le voit, avec l'intelligence artificielle, va quand même prendre un petit coup de pelle dans la tête. Ouais, complètement. Donc, voilà. Enfin, je sais pas, hein. Je suis peut-être dans la prospective, mais c'est super intéressant. Et pour aussi un peu centrer sur le sujet de l'innovation en entreprise, c'est que sur chaque scope de l'entreprise, pour chaque partie prenante, il va falloir innover, trouver de nouvelles manières de faire. Et est-ce que c'est ici évident. aussi que tu te places ? Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, à partir du moment où ce qui va compter demain, c'est pas les compétences des gens que tu recrutes, mais leur niveau d'engagement, il va falloir innover sur la capacité à engager en temps réel. Et là, évidemment, moi, je crois que j'ai des idées pour aider les entreprises à en faire un nouveau mode de fonctionnement. C'est-à-dire que ce qui va compter pour les entreprises demain, c'est d'avoir des équipes qui soient engagées. Alors, si tu veux, c'est assez facile. Enfin, ça peut paraître facile quand tu es une petite entreprise avec un leader un peu charismatique, d'avoir des gens engagés, tu vois. C'est un peu l'idée qu'on se fait d'une entreprise où il y a d'engagement. Mais en réalité, demain, ça devra porter sur un projet d'entreprise en lui-même qui engage, peu importe ses leaders. Il va falloir qu'il y ait un projet d'entreprise fort, une culture d'entreprise forte, mais en réalité, au-delà de ça, un niveau d'engagement. Enfin, si tu veux, tu vas recruter des gens engagés, mais ça ne peut pas reposer. En fait, ce que je crois, c'est qu'il n'existe pas des gens engagés et des gens non engagés. Voilà. Tout le monde peut s'engager. Il suffit que ce soit un sujet qui l'impacte. Et donc, toute la question, ça va être de créer des entreprises qui sont capables de répondre à tous les sujets d'engagement dont la société a besoin demain, pour pouvoir avoir du plein emploi. Et tout ça, c'est un projet de transformation de la société, en fait. Et c'est ce que je crois. Et c'est le rôle de l'entreprise. Et toi, tu as une promesse avec Ether, donc tu as créé Ether, qui a une proposition qui s'inscrit totalement dans ces perspectives de transformation de l'entreprise avec une société, quand je parle de société, en fait, d'entreprise plus engagée. Voilà, si tu veux, pour parler de mon parcours entrepreneurial, parce que c'est vrai que j'en ai pas dit un mot, j'ai quand même une histoire avant. Absolument. Alors déjà, si je parle beaucoup d'Ether, c'est parce que c'est mon tout petit bébé et qu'il a à peine 6 mois. Donc effectivement, il occupe... J'adore le nom. Hein. Merci. Vraiment très efficace. Il occupe beaucoup mes pensées. Et c'est pour ça que j'ai commencé direct par ça. Et ensuite, avant, j'avais déjà créé une entreprise que j'ai quittée, et qui s'appelait Bold, et qui était aussi une entreprise qui, à sa façon, a modifié l'écosystème dans lequel j'évolue, puisqu'on s'est positionné au niveau entrepreneurial sur l'écosystème start-up à l'époque, qui continue d'ailleurs, il continue. Moi, je ne suis plus dans l'entreprise, mais l'entreprise continue d'exister. Et on a bâti un projet qui transformait en fait la façon dont on consomme et on produit le droit, puis la compta derrière. C'était ça un peu la vision que nous avions. Alors, j'ai envie de dire, c'était quoi le problème déjà avant ? Pour proposer ça, c'était quoi le problème avant ? Le problème, il existe toujours. Et Bold y avait répondu de façon assez intelligente. Il y a une grosse frustration entre le consommateur et le producteur de droit. Les avocats sont de moins en moins compris de leurs clients. Comme tu dis, il y a un éloignement qui se fait. Aujourd'hui, d'abord, on ne sait pas forcément si on a besoin de droit ou pas, pour commencer. Donc, il faut vraiment être confronté au problème avec le nez dans le mur pour se dire j'ai besoin ou non d'un avocat. C'est vraiment ce que tu exprimais au début de notre podcast. Et deuxièmement, quand tu vas voir un avocat, souvent c'est assez opaque sur les honoraires. Tu ne sais pas trop dans quel délai il va traiter les choses. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Dans un environnement de la connaissance aujourd'hui où tu as quand même accès à des informations sur Google. Bref, il y a une espèce de gap
qui s'est créé entre l'avocat, en tout cas l'avocat du conseil, et le consommateur, et en particulier l'entreprise. Et ce problème, Bold avait vocation à y répondre, à toujours d'ailleurs, puisque, encore une fois, l'entreprise continue. En tout cas, c'est ce qui m'a porté. Et moi, je l'ai cofondé et dirigé pendant les presque 5 ans de sa vie. Et j'ai découvert, moi, l'entrepreneuriat avec Bold. Si tu veux, avant Bold, j'étais avocate. J'étais avocat d'entrepreneur, donc je comprenais les entrepreneurs, mais je n'étais pas un entrepreneur. J'avais vraiment une façon d'être avocate, même si j'avais déjà quand même 2-3 petits trucs qui émergeaient, mais je fonctionnais vraiment sur un système plus artisanal où je produisais le droit avec mes équipes, moi-même, etc., etc. Avec Bold, j'ai vraiment... De manière très conventionnelle, en fait. Exactement. Ouais. Avec Bold, j'ai vraiment développer des skills spécifiques d'entrepreneur avec un modèle économique très spécifique, avec des contraintes entrepreneuriales. En fait, j'ai repris par devers moi le risque entrepreneurial. Il faut savoir qu'un avocat ne prend aucun risque entrepreneurial. Hein. Ouais. Un client vient le voir, il facture 16 heures au temps passé. S'il ne passe pas de temps, il ne facture pas d'heures. S'il passe du temps, il facture 16 heures. Il n'y a pas de risque entrepreneurial. Et il ne met pas de pognon en fait, pour développer sa clientèle. Exactement. Donc là, c'était très différent puisqu'on vendait un abonnement illimité. Donc, si on n'organisait pas la production, on perdait de l'argent. Donc, si tu veux, voilà, il y avait quand même une façon très différente de voir les choses. Donc, quand je me sépare de Bold en mai 2022, je décide de recréer un projet entrepreneurial. Donc déjà, une volonté de rester dans cette dynamique-là, de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, par rapport à ce que j'ai appris aujourd'hui, tout ce que je connais, mes compétences, que ce soit des soft skills ou des hard skills, donc mes compétences techniques que sont la fiscalité en numéro 1 et la matière juridique de façon plus générale, et en soft skills, mes qualités d'entrepreneur, ma connaissance des besoins entrepreneuriaux, puisque j'ai moi-même été confrontée à l'entrepreneuriat avec un sentiment en plus d'être un peu toujours en retard sur mon entreprise. Ah ouais. Oui, parce que j'ai basculé dans l'entrepreneuriat sans le faire exprès, si tu veux. J'apprenais en temps réel, mais il fallait aller vite. Et elle grandissait vite. Elle a grandi très, très vite. Et tu pensais que parce que tu n'avais pas les skills, tu perdais un petit peu de temps, ou tu pouvais aller plus vite si tu avais réussi à avoir ces compétences. En tout cas, c'est une émotion. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un sentiment. C'est un ressenti de ma part. Et enfin, j'ai créé Ether avec cette réflexion-là, de me dire, finalement, avec quel type de cible je peux avoir le plus d'impact. Mon objectif, c'est d'avoir de l'impact. Et évidemment, ce sont les entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle, bien que je sois fiscaliste, je n'ai pas voulu rester sur mes compétences d'origine, qui sont la fiscalité patrimoniale et la fiscalité internationale. Bien que je pouvais faire de la fiscalité internationale pour les entrepreneurs, mais ce n'est pas ce que je voulais, parce que ce que je voulais, moi, c'est vraiment travailler avec les entrepreneurs sur leur projet entrepreneurial. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec mon associé, on a vraiment refermé le spectre. En plus, elle est particulièrement experte. Elle, c'est qui ? Estelle Join, dont j'ai parlé en début de podcast. Ouais. Donc Estelle, avec qui j'ai déjà travaillé les 5 ans précédents, puisqu'elle était aussi chez Bold, et avec qui on a décidé de cofonder, Ether. Et elle n'avait toujours fait que de la fiscalité liée aux enjeux de recherche et d'innovation. Elle était avant dans des cabinets de conseil. Elle n'est pas avocate depuis l'origine comme moi. Elle est devenue avocate quand elle m'a rejoint. Et si tu veux, elle maîtrise vraiment ces sujets. Elle était directrice fiscale dans des groupes qui faisaient du conseil en innovation. Donc, elle maîtrise vraiment ces sujets depuis l'origine. Et moi, je suis fiscaliste. Je suis évidemment capable de le faire, mais je n'avais pas elle, comme elle n'a toujours fait que ça, elle maîtrisait vraiment la chaîne de A à Z. Et fort de ce constat, je me suis dit, moi, je veux travailler avec des entrepreneurs, je veux travailler sur leur projet entrepreneurial. Et elle sait faire ça. On va resserrer le spectre de notre intervention à ces domaines qu'on va maîtriser parfaitement et qui va nous permettre finalement d'être au plus près du projet entrepreneurial. Pourquoi ? Parce que quand tu vas chercher auprès de l'administration fiscale finalement des ressources financières pour porter ton projet entrepreneurial, il faut vendre ton projet entrepreneurial. C'est pas que de la compliance fiscale. C'est aussi une démarche quasiment comme si tu allais voir un VC où tu dis à l'administration pourquoi tu mérites ces deniers publics pour porter ton projet, pourquoi ça va permettre de gagner des emplois, pourquoi ça va permettre de gagner des marchés et en quoi tu vas devenir plus compétitif. Parce que, en fait, ce que tu dis, j'ai l'impression, tu me corriges si je me trompe, tu es un entrepreneur, tu es une personne qui porte un projet d'entreprise
on a souvent besoin de ressources. Il n'y a quand même pas beaucoup de moyens pour avoir ces ressources-là. Soit tu les as, et du coup, en fait, tu les mets, tu prends ton risque, dont tu parlais tout à l'heure, que les avocats ne prennent pas. Ou alors tu vas voir, en fait, ta mère, ton père, tes amis. Il y a les avocats qui les prennent, hein, mais bon, on fait des raccourcis. Oui, on fait des raccourcis, on fait des généralités, mais effectivement, aucun problème avec cette idée-là. Tu vas voir ta mère, tu vas voir ton entourage qui va un petit peu t'aider à l'amorçage. Exactement. Friends and family. Ouais, on les adore, mais il faut les rembourser. Comme il faut rembourser en réalité aussi des VC qui vont abonder, qui vont permettre à l'entreprise de se développer. Et puis qui surtout vont prendre des actions, ce qui peut parfois être cher payé. Ouais. Il y a la banque aussi. Ah bah là, il faut rembourser. Il faut rembourser aussi avec un taux d'intérêt, etc. Donc, il n'y a pas tant que ça de possibilités ou de moyens d'avoir des ressources. Il y a évidemment, c'est la mission de l'entreprise aussi, en fait, de vendre son produit et de son service, de croître de manière organique, même en partant de zéro, même s'il faut souvent une mise de départ. Chaque moyen de financer cette entreprise-là a ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Mais on oublie qu'il en reste au moins, une possibilité, et qui est donc celle qui est développée chez nous. Voilà. Alors, en fait, elle n'est pas réservée à tous. Elle est réservée à ceux qui veulent bâtir un projet entrepreneurial qui n'existe pas aujourd'hui, qui veulent porter une mission, une vision qui va changer l'environnement dans lequel on évolue, qui va changer quelque chose, quel que soit le domaine dans lequel ils décident de changer quelque chose. Ça peut être l'éducation, ça peut être la compréhension ça peut être une expérience client, ça peut être les RH, l'organisation managériale de l'entreprise. Si tu vas sur l'entreprise libérée, les semaines de 4 jours, les vacances illimitées, toutes ces questions-là où tu vas commencer à itérer sur des choses qui ont été extrêmement vulgarisées. Tu vas un peu théoriser et appliquer dans ton entreprise. Ouais. Exactement. Et tu te rends compte que les entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, il y en a beaucoup. Beaucoup d'entrepreneurs veulent être des meilleurs entrepreneurs pour que leur entreprise soit des meilleures entreprises. Donc, ils vont s'auto-former de façon totalement empirique, pas du tout de façon scientifique, avec aucune méthode. Et ils vont arriver le matin avec des, nouvelles façons de faire. Donc dire, tiens, par exemple, on va réorganiser les équipes, on va faire des petites équipes de 3 personnes, on va tester ça, on va voir ce qui se passe. Puis demain, on va communiquer autrement, on va tenter des choses comme ça. Donc ils font du test and learn toute la journée, de façon totalement empirique. Ils dispersent leurs efforts. Des fois, ils vont à des colloques, des conférences, des expertises. Ils lisent des livres de management, de développement personnel, bref, sur tout un tas de sujets. Et puis, ils reviennent dans leur entreprise et ils testent des choses qui n'existent pas. Et souvent, ils créent des nouveaux modèles. Comme toi, tout à l'heure, tu m'as montré le modèle que tu as créé pour l'utilisation de tes KPI. Voilà. Donc, vous faites tout ça, c'est le concept même. Je le fais aussi, nous faisons tout ça en tant qu'entrepreneurs. C'est parce pas tous, mais en tout cas nombreux, sont ceux qui vont chercher à créer des choses qui n'existent pas et qui vont profondément transformer les usages. En plus, je suis un malade mental pour ça. J'aime beaucoup théoriser et appliquer donc pour améliorer le fonctionnement de la boîte. Sauf que aujourd'hui, tu le fais sans la moindre récompense. Si ce n'est le plaisir de l'avoir fait et éventuellement des bons résultats dans ton entreprise. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que sans compter que c'est du temps en fait qu'on ne passe pas à développer commercialement aussi sa boîte ou à livrer la mission. C'est du temps que tu passes qui donne du mieux-être, qui donne des résultats, du plaisir, de l'engagement dont je parlais tout à l'heure et qui n'est pas rémunéré. Nous avons, parmi les gens que nous accompagnons, des entreprises qui mettent une énergie dingue, un temps, des ressources, des hommes. On a même une ESN qui paye des jours hommes. Une entreprise service numérique, donc anciennement SS2I, qui prend des jours hommes, donc des jours où les hommes devraient être dans les entreprises placées et payés uniquement sur des sujets de réflexion sur l'organisation de l'entreprise. Donc, ils investissent de l'argent sur ces questions-là pour créer une entreprise différente, une entreprise plus vivante, avec un mieux vivre. Et tous ces efforts-là sont sous-considérés aujourd'hui par l'entreprise. Enfin, elle le fait parce qu'elle a les moyens de le faire et qu'elle a un produit ou un service qui lui permet, grâce à ses résultats positifs, de réinvestir. Mais la réalité,
c'est que souvent, ce qui est ignoré, c'est que les dispositifs fiscaux liés à la recherche et l'innovation, et notamment le crédit d'impôt recherche, sont là pour soutenir ces efforts-là. Parce qu'ils ont été fabriqués pour ça. Alors évidemment, tout le monde les catégorise dans les sciences dures, la tech, etc. Mais ils ne réalisent pas qu'aujourd'hui, l'entreprise de demain, ce sera aussi celle qui va investir du temps et des efforts sur ces sujets humains, d'organisation sociale, d'organisation humaine, parce qu'encore une fois, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on va avoir besoin d'entreprises engagées. Et qui dit entreprise engagée, dit partie prenante engagée. Quand je veux engager mes fournisseurs, je suis obligé de réinventer un modèle de partenariat. Réinventer un modèle de partenariat, ça commence par faire un état de l'art. Et donc, c'est une démarche scientifique. Et notre travail, c'est d'aider les entreprises à faire en sorte que tous ces efforts soient faits selon une démarche scientifique pour bénéficier, pour tout simplement être en conformité fiscale et bénéficier des crédits d'impôt. Ah, c'est marrant. À Parole publique, notamment, j'ai une alternante et une stagiaire. Il y a un effort de formation à faire avec elle. Et notamment, en fait, cette formation, moi, je considère qu'elle doit passer surtout en fait, par la question de la méthodologie. Et donc, il y a un projet que je mène qui nécessite justement de faire l'état de l'art. Et je leur explique justement que quand on se lance dans un projet, quand on veut innover, quand on veut essayer d'avoir une pensée un peu originale, eh bien, avant d'arriver à cette idée originale, il faut savoir si elle n'existe pas ailleurs. Donc, tu fais un état de l'art. Exactement. Et si tu veux, aujourd'hui, j'ai eu la chance de parler avec donc un des responsables d'école doctorale qui travaille beaucoup sur finalement les compétences des jeunes docteurs, et notamment en sciences humaines, mais pas seulement. Et le constat, c'est que, bon, comme on est dans une société de la connaissance, aujourd'hui, un docteur, par exemple, en sciences humaines, la première question que tu vas lui poser, c'est le sujet de sa thèse. Sauf que dans 99% des cas, on s'en fiche. Parce que c'est pas ça, ses vraies compétences. 3 années de doctorat vont lui avoir appris à chercher de façon scientifique, c'est-à-dire à faire un vrai état de l'art, à remettre en cause ses croyances, à les confronter à la réalité de terrain, à itérer, à faire des choix, à revenir sur ses choix. Mais c'est des compétences aujourd'hui qui vont devenir fondamentales dans la société de demain. Et c'est ça, en fait, le rôle qu'Ether s'est engagé à prendre, c'est faire le lien, justement, entre ce monde de la recherche, qui est un monde qui va apporter énormément à la nouvelle entreprise qui va émerger de l'époque dans laquelle nous vivons, et l'entreprise qui va avoir besoin de ces compétences-là demain, donc de ces gens qui sont capables, non pas de faire de la recherche, mais de la piloter dans l'entreprise, avec des méthodes intelligentes. Et structurées. Issues de l'université, structurées. Et c'est ça qui est assez drôle. Dans le monde anglo-saxon, c'est plus développé déjà. C'est beaucoup plus développé. Les PhD sont dans les entreprises. Aujourd'hui, les doctorants sont quand même beaucoup plus, en France, davantage, je sais pas, là c'est une pensée spontanée, mais je vois les choses un peu comme ça, c'est ce que tu dis. Les PhD, les doctorants aujourd'hui en France, dans le milieu professionnel de l'entreprise, sont plutôt issus des sciences exactes, des sciences dures. Absolument. On va plutôt recruter en fait un ingénieur en chiffres, par exemple, plutôt que un docteur en de gestion qui ira en entreprise pour piloter en fait la réorganisation de la boîte. Et tu verras même que beaucoup si tu ne vas pas sur la filière académique, et il n'y a pas de place pour tout le monde en filière académique, finalement, les débouchés sont assez compliqués. Donc, tu passes de postdoc en postdoc et tu te rends compte que beaucoup sont, à un moment ou à un autre, obligés d'abandonner la recherche. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire la recherche, ils ne trouvent pas en entreprise de débouchés. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on est très investi chez Ether sur ce sujet et qu'on a fait l'année dernière, ça a été notre premier, d'ailleurs, événement. On avait à peine 3 jours de cabis. On était sur le PhD Talent, où on a rencontré des doctorants. On essaye de créer des partenariats avec des écoles doctorales, justement pour faire savoir et partager ce qu'on est en train de faire, ce pont, et pour justement que les doctorants et futurs jeunes docteurs apprennent et sachent qu'on est en train de travailler pour créer des débouchés en entreprise. Et nous, évidemment, notre enjeu, ça va être d'abord de structurer, d'aider nos clients à structurer leurs efforts de recherche, puisqu'ils existent déjà dans l'entreprise, et demain,
à s'engager dans le recrutement de ces jeunes docteurs. D'abord parce que c'est quand même extrêmement avantageux sur le plan fiscal. Donc, ce serait quand même dommage de s'en priver, d'avoir la possibilité pour 0 € à la fin de la foire d'avoir un jeune docteur dans son entreprise qui va piloter la recherche du sol au plafond, c'est-à-dire du dirigeant jusqu'au stagiaire, et qui va créer une vraie culture de la recherche à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que déjà, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que l'entreprise va recruter. Il va recruter un jeune chercheur qui va souvent avoir besoin de bouffer de manière très alimentaire parce que on peut pas passer en réalité, ou aussi quand on fait un doctorat, on peut pas passer 3 ans, 4 ans, 3 ans juste à faire de la recherche. Il faut payer son loyer, il faut bouffer, voilà. Donc, et souvent, on ne va pas trouver d'entreprise ou de labo de recherche parce que l'alternative, c'est quoi pour un chercheur? C'est être à terre à l'université. Il y a pas mal de collectivités qui recrutent. Bon, en tout cas, elles se donnent du mal pour, parce qu'effectivement, il faut quand même créer des débouchés. On a donc le monde académique, mais c'est assez limité. Et puis après, souvent, tu finis par faire un travail qui n'a rien à voir avec... Avec l'objet de ta recherche. Avec l'objet, ça c'est sûr, mais avec le principe même de la recherche. Ouais. Ce qui est pire encore. Ce qui est pire encore. Et donc, il y a quand même pas mal de chances que le doctorat n'aille pas au bout. Alors, oui, ça c'était pour ceux qui sont allés au bout et qui cherchent du travail après. Ouais. Parce que tu prends un médecin. Effectivement, déjà, alors, sur les doctorants, il y a quand même... Alors là, pour le coup, c'est assez bien fait. Le ministère de la Recherche, c'est quand même donné du mal. Il y a quand même des systèmes pour financer les thèses. Il y a pas mal de bourses. Il y a les thèses CIFRE qui fonctionnent pas trop mal. Donc là, c'est en lien avec l'entreprise. Bon, c'est effectivement encore aujourd'hui beaucoup plus sur les sciences exactes, mais on progresse quand même pas mal. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui existent. D'accord. Mais c'est surtout l'après. Alors l'après, il peut être effectivement assez dur. Et surtout, c'est sous-exploité en entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sous-exploité en entreprise, mais au détriment de l'entreprise. Oui. Et c'est ça aujourd'hui que nous, on veut... Donc concrètement, comment ça se passe pour l'entreprise comment il peut considérer en fait que le recrutement, déjà, vraiment fiscalement, le crédit impôt recherche, la jeune entreprise innovante dont tu as parlé, qui sont les principaux dispositifs dans le domaine, c'est quoi en fait? C'est de la défisque sur l'impôt, c'est des subventions, c'est des charges patronales ou des charges sociales en fait que l'on ne paie pas. Ouais, en fait, ça pourrait presque rentrer dans toutes les cases. Ah ouais. Bon, si tu cumules les statuts, donc JEI, et si tu utilises le crédit d'impôt recherche, je vais te donner un exemple concret, si ça te va, comme ça. Et je vais te parler d'un de nos clients qui parle de nous beaucoup, et donc je pense que je peux en parler tout aussi librement, voilà, qui s'appelle le Social Bar. Donc le Social Bar, au départ, c'est un bar qui a décidé, c'est socialbar.org, qui a décidé qui s'est je dirais, décrété laboratoire de convivialité. Et puis, on a essayé de comprendre pourquoi avec eux, parce qu'ils sont venus à nous, c'est eux qui ont eu l'idée, et ils nous ont dit, nous, on cherche les moyens de recréer du lien social à l'intérieur de notre bar. Et notre objectif, c'est que les gens se parlent et que quand tu viens seul dans un bar, ce qui normalement se fait peu, tu puisses rencontrer des gens. Mmh. Donc, la première étape, c'était celle-là. Et puis, ils ont commencé à travailler sur des vraies méthodes. Donc, ils ont itéré au sens le plus strict. Donc, ils ont fait finalement, de façon un peu empirique, un état de l'art de ce qu'était le lien social dans ce genre de lieu. Et ils ont commencé, de cet état de l'art, à essayer d'améliorer l'état de l'art en transformant les usages. Et donc, ils ont commencé finalement, encore une fois de façon empirique et avec leurs moyens à eux d'entrepreneurs, de faire de la recherche. Et puis, vous voyez, comprenant que ça fonctionne, ils nous ont dit, nous, on peut peut-être être jeune entreprise innovante. Et on a dit, écoutez, a priori, oui. Donc, jeune entreprise innovante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es une entreprise recherchante. C'est-à-dire que tu investis du temps dans la recherche. Donc, tu as plus de 15% de tes dépenses qui sont des dépenses de recherche. Donc, notamment, je ne vais pas sortir tous les critères, mais notamment. C'est-à-dire que vraiment, tu rentres dans cette catégorie. Et si tu es considéré comme jeune entreprise innovante, tu bénéficies pour toutes les personnes qui passent plus de 50% de leur temps sur des opérations de recherche d'une exonération de charges patronales, notamment. Il y a des exonérations. Totales. Donc, on paye les charges sociales, mais on ne paye pas les charges patronales, ce qui est beaucoup. Okay.
ce qui est beaucoup d'argent. Eh bien, nous, sur le statut de JEI, on ne prend pas de risque parce que, si tu veux, s'auto-décréter JEI, c'est pas une mauvaise idée. Enfin, c'est pas impossible, mais ça peut être une mauvaise idée parce que si jamais c'est remis en cause, derrière, ça peut être signer la fin de vie de l'entreprise. Donc, on a fait un rescrit et on l'a obtenu. Et donc, à partir de ce moment-là, quelque part, on se rassure sur le fait qu'effectivement, la recherche qui a été mise en œuvre dans cette entreprise, donc sur les sciences humaines et sociales, en l'occurrence le lien social, c'était bien des opérations de recherche éligibles. À partir de ce moment-là, ils ont voulu... C'est quoi l'assiette ? L'assiette d'éligibilité, comment tu... Alors, il n'y a pas d'assiette d'éligibilité, en fait, c'est éligibilité et ensuite assiette. Éligibilité, Ouais. c'est déjà l'opération de recherche. D'accord. L'opération en elle-même, Donc sur l'État laquelle on a dit, demandé... OK, L'État, oui, si tu veux, l'administration fiscale dit, effectivement, on est sur une opération de recherche éligible. Et comment ils sont en mesure, en fait, d'évaluer la pertinence, en fait, du projet de Il y recherche. a des règles. On applique les critères du manuel de Frascati. Enfin, ça, je ne vais pas te faire tout le D'accord, truc, ok. mais c'est notre boulot, ça. Ouais. Il y a Ouais. des règles. En tout Ouais. cas, nous, quand on présente un rescrit, on fait en sorte qu'il soit conforme. Et donc... Mais il y a des experts derrière, en fait. Ah bah oui, les inspecteurs, enfin à l'administration fiscale, c'est des fiscalistes comme nous, hein, donc c'est pour ça qu'on parle entre égaux, entre pairs. Ouais. Oui, mais ce ne sont pas des sociologues, en fait, chercheurs. Non, mais si jamais dans un contrôle fiscal, il y a des doutes sur l'éligibilité d'un programme de recherche, l'administration fiscale peut faire appel au ministère de la Recherche pour avoir des experts, que ce soit en tech, que ce soit en pharma, que ce soit en n'importe quelle, en métallurgie ou en sciences humaines et sociales, quel que soit le sujet. Mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. La première personne à qui tu parles, c'est l'administration fiscale. Et d'ailleurs, elle est souveraine. Donc, nous, notre travail, c'est la compliance fiscale. Nous, on fait en sorte que l'administration fiscale, déjà, comprenne ton projet. De façon, on dirait un peu, pas vulgarisée, parce qu'il faut que ça reste de la recherche, mais quand même compréhensible. Donc, on obtient un rescrit positif. À partir de ce moment-là, on sait qu'on est bien engagé. Et puis, là, ça s'accélère chez eux, parce qu'ils comprennent qu'effectivement, ils vont pouvoir finalement financer leurs efforts de recherche. Et donc, on pousse le curseur, évidemment en demandant du crédit d'impôt recherche, mais en se disant, recrutons un jeune docteur. Donc, ils recrutent un jeune docteur qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'assiette du CIR, est une très belle opération, puisque, grosso modo, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails, mais ça correspond à peu près à 2 années de sa rémunération qui sont payées. Alors, attention, il faut savoir que c'est un remboursement, donc il faut quand même avancer la trésorerie. Ouais. Voilà. Mais par exemple, si tu lèves des fonds, ça peut être intelligent. Donc, en tout cas, ça augmente ta mise de levée de fonds. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont évidemment un chercheur en sociologie, et à partir de ce moment-là, ils ont été plus loin, et ils ont créé une école de la convivialité. Et ils ont créé un nouveau métier, qui est l'agent de convivialité. Et cet agent de convivialité, ils l'ont emmené dans d'autres endroits. Ils l'ont emmené en entreprise. Et là, ils vont l'emmener dans les EHPAD. Ils vont les emmener dans les centres commerciaux. Ils vont les emmener partout parce que finalement, leur mission profonde, c'est le lien social. C'est ce qui les pousse en avant. Et donc, ils ont été encore plus loin. Et là, ils viennent de recruter un deuxième jeune docteur, qui est un docteur en psychologie. Donc, voilà une entreprise qui, au départ, était un bar un peu original et qui, finalement, est en train de transformer l'écosystème et la vision qu'on peut avoir du lien social. Et moi, je les ai recommandés notamment sur des lieux comme des grandes conventions ou des congrès sur lesquels on y va et on rencontre pas les gens. Et c'est horrible parce que quand tu prends du temps sur ton travail pour aller à des congrès ou des conventions, des choses où tu es censé te former et où il y a tellement de gens à rencontrer et que tu sais pas comment t'y prendre, voilà un lieu sur lequel l'agent de convivialité du social bar serait vraiment la personne idoine. Et donc voilà, je crois vraiment qu'on est face à une entreprise qui change le monde et c'est ça notre... J'adore le social bar. Ça me fait penser à... Je te jure. Donc, en fait, ils ont une thèse, c'est comment les personnes font-elles pour avoir des interactions sociales quand elles ne se connaissent pas, mais qui pourtant ont un point commun parce qu'elles sont dans le même lieu. Elles sont là pour ça. Et elles sont là pour ça. Elles sont là pour ça. Comment on brise la glace, quoi. Comment on brise la glace. Comment on brise la glace. Pas seulement, mais... Comment on a aussi le courage d'y aller, concrètement, sur le terrain. Parce que, si tu veux, tu peux avoir toutes les formations du monde... Quand tu es sur le terrain, tu vas avoir des inhibitions. Là, le fonds, la FEB, le Forum économique breton, on m'invite, j'ai une invitation, je me dis c'est génial, je vais apprendre énormément de choses et je vais rencontrer plein de gens. Au final, en fait, non.
Je sais, c'est horrible. Moi, je suis allée à la convention de l'APM dont je suis membre et présidente de mon groupe. Ouais. C'était super, mais on est 6000 personnes et au final, c'est hyper décevant sur les interactions. Et là, vraiment, je les invite d'ailleurs à se rapprocher du Social Bar. C'est un de nos clients les plus matures parce qu'ils ont quand même 2 jeunes docteurs en très peu de temps. Ils ont vraiment foncé dans le truc, c'est-à-dire qu'ils ont compris l'intérêt du système et ils sont d'un dynamisme incroyable. Et ils le font avec, si tu veux, l'intérêt de travailler sur ces sujets de recherche en sciences humaines et sociales, c'est de créer des nouveaux produits et services, c'est de profondément changer l'environnement dans lequel tu évolues et aussi de gagner de l'argent pour l'entreprise parce que tu dois créer des emplois, parce que tu as un rôle social. Et là, on est vraiment, vraiment en plein dans ce que les entreprises doivent généraliser chacune à leur niveau. Tu as parlé en fait de cette mission, de la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Et en réalité, on va finir par quelque chose que je trouve absolument extraordinaire dans Ether. Je ne fais pas de podcast en fait pour faire la publicité d'Ether ou alors en fait des petits doudous ou de grains de sel, mais parce qu'en réalité, ils ont une vision. Vous avez une vision en fait que je trouve géniale et parce qu'elle contribue encore une fois effectivement en fait à changer la manière dont on conçoit son rôle et on l'espère aussi change un petit peu le monde. Et c'est vrai que toi, tu as une approche que je trouve ça absolument géniale avec Ether. C'est la gamification en fait entrepreneuriale. Tu estimes qu'un entrepreneur n'est pas là juste en fait pour atteindre des objectifs financiers, mais il est là pour passer les levels, donc pour atteindre des skills, pour passer d'étape en étape et atteindre ces objectifs. Voilà. Explique-nous un petit peu comment tu as conçu un peu le récit, l'histoire, l'expérience d'Ether. Parce que quand on va sur le site internet, je vous invite à aller sur... donc c'est quoi? C'est etherfirm.co. Etherfirm.co. Ouais. On arrive sur une page un petit peu évanescente avec une matière. Comme la kryptonite ou les balles des Pokémon qui rend les entrepreneurs plus forts. Et j'imagine, en fait, et c'est ce qui va m'intéresser pour, encore une fois, clore un peu ce podcast que je trouve vraiment méga intéressant, qui pourrait durer au moins 6 heures. Mais comme tu dois y aller, je dois aussi, en fait, y aller parce que je vais aller dans un social bar, mais avec des gens que je connais. Mais explique-nous un petit peu, c'est la démarche, l'UX, l'expérience, en fait, que tu proposes derrière tout ça. D'abord, pour le jeu, si tu veux, de mon expérience entrepreneuriale précédente, j'ai eu le sentiment d'être un peu comme j'ai le sentiment qu'un entrepreneur est un gamer. C'est-à-dire, il a un peu plusieurs vies. On le sait aujourd'hui, on a vu qu'il y a des entrepreneurs qui soit ont revendu, soit même certains ont pu faire on peut se tromper, on peut mourir et revivre. Donc, un entrepreneur, c'est un peu comme un gamer. Et il avance dans un monde compliqué où il découvre des mondes qu'il ne connaît pas d'avance. Et quand il est dedans, il doit évoluer avec ce qu'il trouve. Donc, tu vois, comme dans plein de jeux vidéo. Et il passe des niveaux. Et puis, il passe des niveaux. Et puis, des fois, il a accès à des niveaux presque, tu vois. Et puis, ça s'arrête pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'il a vendu, soit parce que ça s'est mal passé. Peu importe. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu dans ma précédente aventure entrepreneur. Exactement. Et chez Bold, quand j'y étais, j'avais vraiment l'impression que je commençais à accéder à certains niveaux. Et puis, je suis partie et je ne pense plus qu'à y retourner à ces niveaux-là, à faire les choses autrement, à rejouer les parties, en fait, avec mes nouveaux skills, mes nouvelles compétences, etc., etc. Enfin, vraiment comme quelqu'un qui s'améliorerait dans le jeu auquel il joue, mais qui sait aussi qu'il va se retrouver de nouveau dans des paysages où il n'aura pas les infos, où il va être de nouveau perdu, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment une analogie qui est forte. Et pourtant, je suis pas du tout gameuse, mais j'ai des enfants qui le sont. J'ai quand même une culture du jeu. Et parallèlement à ça, quand j'ai créé, quand on a cofondé Ether avec Estelle, elle était encore en poste et en préavis. Et moi, je réfléchissais beaucoup à l'image que je voulais donner pendant cette période-là. Et je pars en Italie avec mon fils et il me dit dans la voiture, tu vois, on roulait un petit peu sur les routes de Naples avec notre Fiat 500. Et dans la voiture, il me dit il faut que tu regardes ce que fait Riot Games, qui est cette entreprise qui a lancé League of Legends. Et il me dit c'est vraiment en termes d'approche,
de communication, ils sont super forts. Et j'ai regardé, à l'issue de cette conversation, moi, il est rentré un peu plus dans les détails parce que lui, il est gamer. Et j'ai compris un truc, c'est que Riot Games, ils ne se positionnent pas comme une entreprise de jeux vidéo. Ils disent, on est une entreprise de gamers. Et eux, ce qui les intéresse, c'est créer une communauté de gens qui jouent, et qui jouent de mieux en mieux. Et donc, derrière, c'est logique qu'ils soient numéro 1 e-sport, etc., etc. Et c'est exactement mon aspiration. Moi, je considère que cette entreprise, ou même la précédente, pour moi, c'est d'abord des entreprises d'entrepreneurs. On n'est pas des entreprises de services juridiques ou fiscaux. Je suis une entreprise d'entrepreneurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des entrepreneurs différents. Nouveau récit. C'était déjà le cas avant. J'ai pas changé ma mission à moi en tant qu'entrepreneur. Ce que je faisais avant, je le fais avec Ether. Sauf que je le fais différemment et avec un autre produit. Mais ma mission, c'est toujours la même. Je veux créer des entrepreneurs différents. Je l'ai fait d'une certaine façon avec l'abonnement illimité, avec Bold, avec tout ce qu'on avait créé dans le passé. Aujourd'hui, avec Ether, c'est des entrepreneurs qui vont intégrer finalement des pratiques d'exploration et qui vont devenir des explorateurs. Donc, c'est des entrepreneurs qui vont jouer encore à un autre niveau de jeu, puisque au-delà d'entreprendre, ils vont explorer et découvrir des nouveaux champs, des nouvelles visions, des nouvelles façons d'avancer. Et nous, on va les aider pour devenir de meilleurs explorateurs. Merci Clarisse. Merci à toi, Fouad. Nouveau récit. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, eh bien faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.